La semaine dernière, Volodymyr Zelensky a effectué une tournée éclair dans plusieurs capitales européennes, dont la France, pour présenter son plan de victoire, une initiative qui a reçu un accueil mitigé. Ce mercredi à Kiev, lors d'un discours au Parlement, il a dévoilé les contours de ce plan. Якщо почати рухатися цією ідеєю, з цим конкретним планом перемоги саме зараз, то може вдатися завершити війну не пізніше, ніж наступного року. Devant les députés ukrainiens, Volodymyr Zelensky a exclu de céder du territoire à la Russie pour mettre fin à la guerre. Il a également redemandé aux Occidentaux la levée des restrictions sur les armes à longue portée. Il a également pressé l'OTAN d'inviter l'Ukraine, ce qui pour lui est un élément fondamental de son plan de victoire. Розширення операцій із застосуванням наших українських ракет і дронів, а також інвестиції у розширення їхнього виробництва в Україні, зняття партнерами обмежень на застосування далекобійної зброї на всій окупованій Росією території України і на території Росії по об'єктах воєнної інфраструктури ворога. Moscou n'a pas tardé à réagir à son discours. S'exprimant devant la presse ce mercredi, le porte-parole du Kremlin a rejeté ce plan de paix et appelle l'Ukraine à se réveiller. Dans l'est du pays, les troupes russes poursuivent leur progression et il reste moins d'un mois avant l'élection américaine qui, en cas de victoire de Donald Trump, pourrait constituer un tournant dans cette guerre. Ce jeudi, le président ukrainien est invité à Bruxelles pour présenter son plan de victoire. Face à la menace russe, et alors que certains des alliés de l'OTAN redoutent un engagement moindre des États-Unis en cas de victoire de Donald Trump à la présidentielle de novembre, le chef de l'OTAN se veut rassurant. Ce mercredi à Bruxelles, Mark Rutte a réaffirmé que l'Alliance était prête à protéger son territoire et à investir davantage dans sa défense. Il a ajouté que l'OTAN était capable d'affronter n'importe quel ennemi et qu'elle était prête à faire tout ce qui est nécessaire contre de futures attaques. Mark Rutte a également déclaré avoir pris connaissance du plan de victoire présenté par le président Zelensky. North Korea is supplying Russia not only with weapons but also with people, including those who can work in Russian factories, Volodymyr Zelensky said on Wednesday. Ukrainian outlet The Kyiv Independent, citing its sources, reports that North Korea has sent 10,000 soldiers to Russia to boost its war efforts against Ukraine. Ukrainian outlets Suspilne and Liga reported on the 15th of October, citing anonymous military intelligence sources, that Russian 11th Airborne Brigade is forming a 3,000-person battalion staffed by North Korean citizens. Now, where could they be deployed? Ukrainian intelligence sources assess that the battalion will likely be involved in ongoing Russian defensive operations in Kursk region. Earlier, Ukrainian partisan movement claimed that it had identified the presence of North Korean military personnel in training areas located close to Mariupol. Euronews could not independently verify these claims. The Institute for the Study of War says it has recently observed reports that a small contingent of North Korean personnel was operating near the occupied Donetsk city. Now, the Institute for the Study of War says the Kremlin is likely leveraging the recent June 2024 Russia-North Korea Comprehensive Strategic Partnership Agreement in part to offset Russian force generation and border security requirements, further cementing Russian President Vladimir Putin's commitment to avoiding mobilization for as long as possible. The think tank says Putin appears more willing to absorb North Korean personnel into Russian military and resort to other irregular force generation efforts than to call for a wider mobilization to actually address the combat situation. Au moins 15 personnes sont mortes dans la ville de Cana, au sud du Liban, dans une frappe israélienne. La ville a déjà connu par le passé un nombre élevé de victimes civiles à la suite d'attaques israéliennes. En 1996 a lieu le premier massacre de Cana lors de l'opération Raisin de la colère menée par Israël. Une frappe touche alors un complexe des Nations Unies abritant des centaines de personnes déplacées. Une centaine de personnes y perdra la vie. Plus tard, pendant la guerre de 2006, a lieu le deuxième massacre de Cana. Israël frappe un immeuble résidentiel qui, d'après elle, était une base de lancement de missiles du Hezbollah. Ce drame a fait 28 morts, dont 16 enfants.
L'Irlande prévoit de suspendre ses liens commerciaux avec Israël. Le Premier ministre Simon Harris a déclaré vouloir interrompre toute transaction économique impliquant des produits originaires de la Cisjordanie occupée. That Ireland now, in the context of the ICJ advisory opinion of July, will not wait for everybody in Europe to move on the issue of trade in the occupied Palestinian territories. And next week, my government will receive formal advices from our own Attorney General as to what we may be able to do in this area. La décision de Dublin intervient après l'invitation de l'Union européenne à Israël à discuter de son entrave aux droits humains à Gaza. Une invitation restée sans réponse, alors que l'accord commercial passé entre les deux parties prévoit la possibilité de réimposer des restrictions commerciales en cas de violation des droits de l'homme. L'Irlande, qui a reconnu l'État de Palestine en mai dernier, entend mettre ces restrictions à exécution sans attendre le feu vert de l'Union européenne. The ICJ advisory opinion is a game changer in terms of the context because it now places an obligation on countries to do all they can to help end the unlawful illegal occupation. I'd like to do that at an EU level, but regardless of the EU position, I'm not going to ignore the obligation that I believe now exists on Ireland to act. Jusqu'à présent, au sein de l'Union européenne, seules l'Espagne et l'Irlande ont révisé les conditions de leur accord commercial avec Israël. Chancellor Olaf Scholz defended the German government's position on migration, foreign and economic policies in the Bundestag on Wednesday ahead of his meeting with the European Council scheduled for Brussels at the end of this week. Scholz stressed that he is open to speaking with Russian President Putin, but said he would never make decisions about the future of Ukraine over the heads of the Ukrainians. On the topic of tensions in the Middle East, he reiterated the need for a ceasefire, but said that Israel would always have Germany's support. He said that Israel can rely on German weapons deliveries, but underlined that humanitarian aid for Gaza is needed. The German leader warned that Iran is playing with fire regarding its attacks on Israel. Scholz also promised to meet with Germany's top business associations this month with a view to solving German industrial problems. He criticised the EU's new tariffs on Chinese electric cars and said that Germany needs to build the best cars and compete globally. With the German federal election scheduled for autumn next year, it seems like Scholz and his government face an uphill battle to turning the promises into reality before then. Liv Stroud, in Berlin, for Euronews. En Albanie, une manifestation a été organisée ce mercredi pour protester contre le transfert de personnes migrantes secourues par les autorités italiennes dans des centres dédiés dans le nord-ouest du pays, conformément à l'accord passé en novembre dernier entre Rome et Tirana. Në fakt nuk është hera e parë që ne kundërshtojmë këtë marrëveshje, ne këtë marrëveshje kemi kundërshtuar prej momentit që ne kemi marrë vesh. E para pikërisht prej mënyrës se si kemi marrë vesh nga mediat italiane, e dyta është se kjo marrëveshje është kundër drejtave të njerëzit, konkretisht drejtave të migrantëve. Un peu plus tôt dans la journée, un navire de la marine italienne est arrivé au port de Shenzhen avec à son bord 16 hommes originaires d'Égypte et du Bangladesh passés par la Libye. À leur arrivée, ces personnes migrantes ont été enregistrées dans l'un des centres créés par les Italiens afin d'y déposer une demande d'asile. Jusqu'à 3000 des personnes secourues chaque mois par les gardes-côtes italiens seront transférées en Albanie. This Wednesday marked the third and last day that Marine Le Pen, the figurehead of France's far-right National Rally Party, took the stand in a long-awaited trial on charges of embezzling EU funds. Le Pen and more than 20 other senior party officials are currently standing trial at the Paris Criminal Court right behind me for allegedly misappropriating millions of euros intended to pay EU parliamentary assistance. Instead, Le Pen and her co-defendants are accused of paying staff who worked directly for her party in France and who rarely even set foot in Brussels or had any sort of role between 2004 and 2016, therefore violating EU regulation. During these 3 days, Marine Le Pen took the stand and she was quite combative, even accusing the judge of being biased towards her. Le Pen, who was an MEP for more than 12 years, maintained her innocence and said that it's not up to the EU Parliament to decide
decide how these assistants should be employed. And the far-right leader is taking quite a big risk with these sort of argument, because if found guilty, Le Pen and her co-defendants face up to 10 years in prison and fines of up to 1 million euros each. And most importantly, it could lead to her ineligibility to even run for office, a scenario that could be disastrous for Le Pen's plans for the 2027 presidential election, her fourth and arguably most promising attempt. And this trial is scheduled to last until the end of November. Sofia Katzenkova reporting from Paris for Euronews. Le Festival Lumière 2024 s'est ouvert le week-end dernier à Lyon. Il réunit des stars venant du monde entier pour célébrer le 7e art avec des classiques restaurés, des rétrospectives et quelques avant-premières. Particularité du festival, chaque film est présenté par un acteur, un cinéaste, un critique ou par les organisateurs de l'événement au grand bonheur du public. Euronews s'est entretenu avec plusieurs stars présentes pour l'occasion et leur a demandé quel film les a poussés à faire carrière dans le cinéma. Il y a certainement mon film préféré qui est le Chantons sous la pluie, qui est vraiment un film de grand spectacle, tant dans sa panavision que son technicolor et les chorégraphies et la musique. C'était Bébert et l'omnibus qui m'avait fasciné parce que j'étais un enfant et cet enfant qui faisait un peu les 400 coups m'avait vraiment donné, c'était la magie du cinéma, c'est la première fois que ça m'a vraiment atteint. C'est un film qui représente le patrimoine parce que c'est la Dolce Vita, voilà. Comme il en a pris l'habitude depuis déjà 16 ans, le festival décernera son prix Lumière lors d'une grande soirée de gala. Cette année, c'est l'actrice Isabelle Huppert qui le recevra.